Et en Chine, c'était complètement différent parce que je travaillais dans une clinique pour milliardaires. En gros, même si vous avez mal au poignet, faites des squats, ça diminue la douleur dans votre poignet. Vraiment, ça m'énerve, ça me fait du mal. Et... Bonjour Aloïs, comment tu vas? Ça va Dalila, merci. Je suis très content d'être là en fait. Ok, Ouais, j'avais qu'est-ce- bien aimé discuter avec toi au cabinet, donc ça va être intéressant de discuter avec toi aujourd'hui. ça marche, merci beaucoup. Je voudrais bien commencer par ta présentation. Qui es-tu? Raconte-moi un peu de toi. Donc je suis Aloïs Rued, je suis ostéopathe. Ça fait 13 ans à peu près que je suis diplômé. Et voilà, du coup je travaille à Nice dans mon cabinet. J'ai essayé de créer un pôle ostéopathie, un cabinet avec pas mal d'ostéos. Voilà, j'ai un parcours un peu original pour un ostéo, parce que j'ai habité dans quelques pays différents, aussi dans des structures assez différentes. Et voilà, aujourd'hui je suis là et on va papoter. Ok, et tu peux nous expliquer s'il te plaît qu'est-ce que c'est l'ostéopathie? Bon, c'est une thérapie manuelle Mhm. où on essaye de prendre le patient dans sa globalité, c'est-à-dire que je ne soigne pas quelqu'un qui vient me voir, je ne vais pas soigner sa douleur, je vais considérer sa personne complètement, essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui il a une doléance particulière, pourquoi aujourd'hui il a mal, et pourquoi alors qu'il avait la même vie hier il avait pas mal. Donc ça, je vais m'intéresser à ça sans être psychologue, je vais m'intéresser à ce qui se passe émotionnellement dans sa vie, qu'est-ce qui se passe au travail, pourquoi tel mouvement est douloureux alors qu'avant il l'était pas, donc qu'est-ce qui a changé dans sa vie, est-ce qu'il a des semelles orthopédiques, je vais retracer son parcours médical et je vais essayer de le soulager. Donc généralement on vient me voir ou pour des douleurs chroniques, ça fait 10 ans que j'ai des maux de tête toutes les semaines, bon voilà, ou pour des douleurs aiguës, quelqu'un qui vient me voir avec un lumbago, il ne peut pas sortir du lit ou à peine, et on vient me voir pour ça. Voilà, ou alors on vient me voir pour des problématiques un peu différentes. Moi je vois pas mal de personnes avec des problématiques masculines, on va dire, des troubles de l'érection par exemple, ou des problématiques comme ça. Et on s'occupe de tout ça. Donc on n'est pas des médecins, on n'est pas des kinés, on est autre chose qui s'occupe de soigner les gens avec une vision globale de la santé. Tu peux nous expliquer s'il te plaît la différence entre un ostéopathe et un chiroprate? Ok. Alors, les chiros, leur pratique à la base, elle était assez différente de l'ostéopathie. Ils faisaient surtout craquer la colonne vertébrale et ils pensaient que les problèmes venaient de la colonne vertébrale et des nerfs qui partent de la colonne vertébrale pour aller dans tout le corps. Et les ostéos, ils avaient l'idée que si tu as mal au ventre, on peut aussi travailler directement sur l'organe qui te fait mal au ventre, par exemple. Mais avec l'avancée de la science, c'est deux médecines qui se ressemblent de plus en plus parce que y a des preuves scientifiques de plus en plus évidentes que, par exemple, sur un mal de tête, faire telle manipulation ou telle technique, ça a plus de chances de résoudre le problème. Petit à petit, c'est deux professions qui se ressemblent de plus en plus, mais en gros, traditionnellement, on va dire les chiropracteurs, ils font beaucoup craquer, comme sur TikTok. Et les ostéos, ils travaillent aussi sur les muscles, le crâne, les organes, le ventre. Et ils font pas que craquer, même s'ils font parfois aussi craquer. Exactement, c'est ça qui est intéressant pour moi parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit non, moi j'ai trop peur d'aller chez l'ostéopathe parce que j'ai trop peur qu'il me fasse craquer à la douleur, à ci, à ça, même si moi personnellement, bah, je vis pas sans ostéopathe dans ma vie, je sais pas comment les gens ils le font. Et aussi donc les gens qui disent ouais j'ai peur, je pense qu'ils confondent beaucoup les chiroprates avec les ostéopathes. Donc qu'est-ce que tu dirais à des gens qui pensent ça? Bah, venez demain au cabinet. Non, non. En vrai, je leur dirais que euh, il y a des grosses différences d'un ostéopathe à l'autre. Mhm. Et en gros, craquer, c'est un des outils de la grosse boîte à outils des ostéos. En gros, le diplôme d'ostéopathe, maintenant, c'est un diplôme d'État. Donc, c'est 5 ans d'études pour devenir ostéopathe. Et pendant ces 5 ans d'études, on n'apprend pas juste à faire craquer. Il y a 206 os dans le corps humain, on n'apprend pas juste à faire craquer ces os-là. On apprend aussi plein d'autres techniques. Il y a plein d'ostéopathes qui font jamais craquer. Moi, par exemple, typiquement, dans une séance d'ostéopathie qui dure à peu près 45 minutes, en France, c'est 45 minutes, 1 heure à peu près, mes patients, je les fais craquer entre 0 et 3, 4, 5 fois pendant une séance. Donc, le craquer, c'est une pratique qui peut être minoritaire. Il y a des ostéopathes qui font jamais craquer, il y a des ostéopathes qui font que craquer. Mais voilà, donc ce que je dirais aux patients qui n'ont jamais testé, c'est venir essayer.
il y a des ostéopathes, enfin en fait tout simplement, demandez à la personne que vous allez voir, dites-lui que vous n'avez pas envie de vous faire craquer, ou que vous voulez tester une pratique un peu plus douce que juste du cracking, quoi. Mais appelez l'ostéopathe et demandez-lui sa pratique. Tu as dit que tu étais en Chine et je sais que tu étais aussi en Espagne, tu as vécu aussi en Espagne. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire si justement il y a des différences que tu as vues et tu as vécues dans le milieu de l'ostéopathie? Ouais, alors c'était assez différent parce que quand je suis arrivé en Espagne, l'ostéopathie n'était pas reconnue là-bas, c'était exercice illégal de la médecine, et du coup, il y avait genre presque pas d'ostéopathes. Genre j'étais dans une ville de 200 000 habitants, j'étais le seul ostéopathe. C'était où? Euh, c'était euh, c'était juste à côté de Barcelone. J'ai eu mon premier cabinet à Barcelone, et après j'ai eu un cabinet à Sitges. Euh, c'est une ville balnéaire à côté de Barcelone. Et parfois, il n'y avait vraiment pas du tout d'ostéopathe pour plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'habitants. Et même j'ai dû aller dans les hôpitaux, rencontrer les chefs de clinique, aller aux urgences, leur faire des PowerPoints pour leur expliquer, regardez, l'OMS recommande d'aller voir un ostéopathe dans tel cas, tel cas. Donc après, les gens de l'hôpital, je leur faisais des conférences, quoi, et après ils m'envoyaient des patients. Donc ça, c'était super intéressant. J'étais un cow-boy un peu là-bas, je voyais que les patients qui avaient vu 10 médecins qui étaient désespérés, ça fonctionnait pas, il y avait la médecine classique fonctionnait pas pour eux, donc c'était que des cas hyper atypiques, hyper compliqués. C'était fascinant. Et en plus, pour mon ego, c'était un peu cool parce que je voyais quelqu'un, entre guillemets, je pouvais un peu changer sa vie, c'est-à-dire que quelqu'un qui a mal depuis 3 ans, qui n'arrive plus à travailler, qui va perdre son boulot, sa femme avec, et en réglant un truc, on peut vraiment tout changer toute sa vie. C'est hyper gratifiant. Enfin, moi, c'est ça ma motivation, c'est d'avoir un peu un impact positif dans la vie des gens. Je ne soigne pas que la douleur, quoi, c'est un peu toute sa vie. Mhm. Et pour mon ego, c'est cool. Après, c'est un ego trip, mais voilà. Et en Chine, c'était complètement différent parce que je travaillais dans une clinique pour milliardaires. Mhm. Et là, il y avait dans la salle, enfin, c'était des patients qui payaient 400 000 euros par an pour avoir un traitement par mois avec moi, un médecin traditionnel chinois, un kiné, un diététicien, un cardiologue. Bref, ils faisaient leur petit bilan comme ça mensuel. Et là-bas, du coup, il y avait le patient ultra VIP, il y avait son assistant, il y avait un caméraman qui venait qui filmait pour voir tout ce qui se passait au cas où il y avait un procès ou je sais pas quoi. Et Ok. du coup, c'était des gens qui avaient des problématiques un peu secondaires. Il y a une dame qui est venue me voir en Chine, par exemple, parce que elle avait froid aux genoux, parce que quand elle était jeune, elle avait mis des jupes, et donc maintenant, quand elle avait 50 ans, elle avait froid aux genoux. Voilà, donc c'est des Ok. différences culturelles aussi assez différentes. Oui. Je critique pas ça, mais voilà, c'est des croyances assez différentes entre le monde chinois, le monde Oui, je comprends. espagnol, français et tout. On revient à ce que tu disais avant par rapport à les techniques. Si moi, en tant que femme, j'ai une question sur les, par exemple, les cicatrices, ou par Mhm. exemple sur l'endométriose ou d'autres types de, je veux pas dire maladie, c'est pas le bon mot, je pense, mais de soucis internes qui ne soient pas les os. Donc, comment tu le traites et si tu le traites en fait? Ouais. Alors, c'est une bonne question. C'est une question, une fois de plus, un peu difficile à répondre parce que ça dépend. Chaque personne est unique. Et du coup, l'ostéo, il va essayer de comprendre pourquoi, dans ton cas, ton corps fonctionne comme ça dans telle situation. Et du coup, qu'est-ce qu'il peut faire pour le travailler. Donc, les ostéos, maintenant, ils ne travaillent pas tout seuls, hein. Ils sont dans un... Il y a tout le panorama des professionnels de santé. Mhm. Pour une cicatrice, concrètement, c'est ce que tu m'as demandé, je vais pouvoir, moi, faire une thérapie manuelle, étirer la cicatrice, la bouger vers le haut, vers le bas, la détendre toutes ses adhérences. Mais peut-être que je vais aussi te dire, ah bah regarde, il y a une kiné spécialisée, elle se reconnaîtra, je pense, toi aussi tu la connais. Euh, Enfin, blague à part, je peux t'adresser directement à un kiné parce que les séances de kiné, c'est remboursé par la Sécu, et puis ils ont des techniques manuelles ou des machines, par exemple la Tecar-thérapie, qui peuvent te faire un suivi sur le long cours, et donc eux, ils peuvent soigner ça. Ou je peux t'adresser à une gynécologue ou une sage-femme spécialisée dans les reprises de cicatrices euh, de césarienne ou de je sais pas quoi. Par exemple, hier soir, il y a une conférence au centre GYN, à l'Institut Gynécologique Institute of Nice, rue Constate, où on a fait une conférence sur les douleurs pelviennes chroniques chez la femme. Et bref, les ostéos aussi maintenant fait partie de ce parcours médical un peu classique, où les médecins ils disaient ah ben moi j'envoie voir les patients, voir l'ostéo. Donc on fait partie de ce système-là.
Et parallèlement, moi, concrètement, comment je le fais, tu serais allongé, donc tu arrives dans mon cabinet, je te pose beaucoup de questions pour comprendre d'où elle vient cette cicatrice, depuis combien de temps, pourquoi elle te fait mal, pourquoi elle t'embête alors que les autres, elles t'embêtent pas. En gros, je fais des tests un peu avec mes mains, je regarde si la cicatrice, elle a une répercussion dans ton corps, si ça bloque certains tissus, si ça fait que ça te tire comme ça, alors du coup, ça te tire sur la gorge. J'exagère, mais on peut tirer un peu la métaphore comme ça. Et ensuite, avec mes mains, je vais faire des techniques tout simplement sur ta peau, la tirer vers le haut, vers le bas, chercher en profondeur, appuyer sur ton ventre par exemple pour voir si la cicatrice elle a fait des adhérences avec les tissus qui sont autour. Et les adhérences, elles peuvent créer des soucis? Ouais, en soi, en elle-même, les adhérences, c'est pas un problème, c'est un morceau de tissu un petit peu. C'est un petit fil qui se crée. Sauf que cette petite attache entre deux organes, entre deux structures, elle fait que ça bouge moins bien. Alors c'est un peu comme si mon pull, il était attaché à mon t-shirt en dessous. En gros, c'est pas grave. Mais si je bouge le bras ou si je fais ça, il y a tout qui vient et donc ça fait qu'il y a des frottements supplémentaires, on va dire. Donc c'est pas agréable, ça peut engendrer des tensions, des douleurs. Et on n'est pas fait pour que ça fonctionne comme ça. Là, tu parlais de où tu mets tes mains, etc., ou les techniques que tu utilises. Moi, je ne sais pas si tu te rappelles, quand je suis venue te voir pour la première fois, ça c'est un sujet un peu particulier parce que ça peut toucher ou pas toucher des gens, mais moi personnellement ça me touche particulièrement parce que j'ai eu des soucis moi-même et aussi des copines, j'en ai entendu parler beaucoup. Donc c'est un peu délicat, mais j'aimerais bien le ramener. Moi, quand je suis venue te voir la première fois, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'ai demandé une chose. Est-ce que j'ai besoin d'être on va dire, soutien-gorge et comment on appelle en français? En sous-vêtements. En sous-vêtements. Parce que, tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas, moi, tu le sais déjà, mais moi, j'ai un tonton ostéopathe que j'adore, il est ma vie. Ciao, zio Maurizio, je t'aime. Et moi, j'étais déjà habituée à voir des ostéopathes dans ma vie, surtout mon tonton. Et j'étais jamais obligée d'être en sous-vêtements. Et particulièrement avec mon tonton, il n'a jamais eu de soucis. Et donc, je savais déjà que ce n'était pas obligatoire. Mais bon, moi, je suis italienne, j'étais en Italie. Quand je suis arrivée en France, je me dis, je ne sais pas si en France, c'est différent. Et je dis tout ça parce que quand je suis venue te voir, je t'ai demandé si je devais être en sous-vêtements parce que j'avais eu une visite chez un autre ostéopathe que malheureusement, je ne me rappelle pas le nom et j'arrive pas à le trouver sur mon Doctolib parce que je pense que je l'ai trouvé, tu sais, sur le Maps à côté de chez moi, etc. Et quand je suis allée le voir, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur pour ma propre personne. J'ai eu des... je ne sais pas comment dire, mais les sensations que j'ai eues, c'était des mauvaises sensations. Après, heureusement, je suis une femme adulte, donc je savais que j'aurais pu partir. Mais c'est vrai que je ne me suis pas sentie bien dans ma peau. J'avais très peur d'être agressée en ce moment. Et tu sais, quand tu es chez un ostéopathe, t'es allongé, t'es pas dans une position, on va dire, bien pour partir. T'es déjà dans une position que t'es vulnérable. Et moi, je ne me sentais pas bien du tout. Et surtout, avant qu'on commence, moi, je voulais pas me déshabiller. Et moi, je sais que quand je vais chez les ostéopathes, je m'habille en tenue de sport, on va dire. J'ai mon legging, donc tu vois bien ma corporature, je pourrais dire. Et j'avais le top du sport. Donc en vrai, j'avais pas 1000 couches, quoi. Et il voulait absolument que moi, j'étais presque nue. Et moi, je voulais pas. Donc déjà, on a commencé une séance où il n'était pas bien, il était énervé. Donc déjà, pour moi, c'est quand même un docteur, un ostéopathe, même s'il n'est pas un médecin, mais pour moi, c'est quand même une personne qui te soigne dans tous les cas. Donc, on a déjà commencé cette séance mal, et je sentais pendant toute la séance que sa façon de faire, je ne sais pas l'expliquer et je ne pourrais pas l'expliquer bien, mais sa façon de respirer, sa façon de me toucher, il ne m'a jamais demandé de permission, il m'a touché dans des parties que franchement,
j'avais déjà fait des séances d'ostéopathie, j'étais jamais touchée comme ça. Et quand je suis partie de là, je me suis dit, je sais pas si c'est que j'ai vécu, c'est normal. Et je me suis dit, franchement, j'ai vraiment peur si une fille qui peut-être y va sans ses parents, une fille de 18 ans, donc elle a donc la possibilité d'aller sans ses parents, mais elle n'a pas peut-être la force de dire non, ou même une femme de mon âge, parce que moi personnellement, j'ai pas eu la force de dire écoutez, arrêtez-vous là parce que moi je vais partir. Donc, moi j'ai eu peur. Tout ça pour dire, moi j'ai eu peur, c'était difficile. Et donc, quand je suis venue te voir, je t'ai demandé est-ce que j'ai besoin d'être habillée. Est-ce que j'ai besoin d'être en sous-vêtements. Et je t'avais aussi expliqué de mon expérience. Et tu m'as expliqué, bah, tu m'as rassuré que ce n'était pas du tout comme ça. Et surtout, après, à chaque fois que tu fais une technique sur moi, tu me demandes ta permission, tu me dis qu'est-ce que tu vas faire. Mais je tiens à expliquer que j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise ou Ah quoi non, que non. ce soit, mais je tiens vraiment à parler de ces types de choses parce que j'en ai vraiment entendu beaucoup. Et si je peux, avec mon podcast, le dire au monde entier qu'en fait, ce n'est pas normal et qu'on a droit à dire non. Et vraiment, si on a, par exemple, moi, j'ai une cicatrice sur, justement, sur l'auréole, Ok, euh, aréole. aréole. Moi, j'ai une cicatrice et je sais que si un jour je dois aller chez un ostéopathe ou quelqu'un pour me faire manipuler, ça va être que pour ce cas-là. Et c'est pas parce que moi je dis que j'ai eu un problème et j'ai une cicatrice alors que la personne, le docteur, l'ostéopathe, le kiné, quoi que ce soit, a le droit de toucher sans que moi je lui ai donné le consentement. Pour moi, c'est très important parce que j'entends trop de femmes qui subissent. Je dis de femmes parce que moi, je suis une Oui, femme, oui, mais bien ça peut sûr. arriver même aux hommes, aux garçons, aux filles, et qui ont subi des choses comme ça. Et vraiment, ça m'énerve, ça me fait du mal. Et j'aimerais bien leur faire comprendre. Là, je suis avec quelqu'un qui est dans le métier, qui connaît, qui sait quoi dire, qui connaît les techniques. Donc, c'est pas Dalila qui dit ouais, Dalila, c'est moi qui connais. Non, là, je suis avec quelqu'un qui connaît plus et ça me fait plaisir de pouvoir partager les connaissances que tu as. Donc, déjà, merci et surtout, je veux pas que tu sois mal à l'aise. Donc, si tu n'en as pas envie, dis-moi. En résumé, je vais te demander. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est obligatoire d'être en sous-vêtements? C'est quoi les techniques dans ce cas qui pourraient gêner et qu'est-ce que tu fais à tes patientes pour leur faire comprendre que c'est juste une technique? Ok. Ta question et ton histoire, elle est super intéressante parce que je pense que tu as dit plein de points vraiment fondamentaux. Le truc à retenir, je crois, c'est que si t'es sorti en te demandant si c'était normal, c'est que probablement c'était pas normal. Mhm. Ensuite, tu l'as bien dit, euh, ta position de patiente, même toi, alors que t'es une italienne napolitaine, tu t'es dit, tu vois, don't mess with Dalila, euh, même toi, sur le coup, t'étais pas à l'aise pour faire valoir ton truc de non, je veux pas trop. Là, comment vous me touchez, ça me plaît pas, etc. Donc, même toi, t'étais dans cette position de un peu l'autorité du médecin. Alors, on n'est pas médecin, mais le patient, il te met un petit peu au-dessus de lui parce que c'est toi qui es censé savoir, connaître et tout. Et le patient, il se met presque à nu, hein, en sous-vêtements. Souvent, il se retrouve face au thérapeute et il lui octroie une certaine autorité. Et du coup, c'est difficile. C'est les expériences de 1000 grammes qui sont fascinantes, ça. Bref, c'est difficile d'aller contre l'autorité, même si t'es pas sûr. Et il y a ce rapport de one-to-one où tu dis, bah lui, il sait, il a l'habitude, c'est moi qui dois un peu me faire des films, je veux pas passer pour une casse-pied. Et ça, c'est hyper toxique parce que, d'une part, il y a des thérapeutes qui dévient, qui peuvent bah, faire des trucs malsains, hein, parce qu'on est en une personne face à une personne. Ça existe dans toutes les professions, encore plus chez les thérapeutes, et encore plus chez les thérapeutes où on se touche, t'es en sous-vêtements. Voilà. Donc pour répondre clairement à ta question, les sous-vêtements, c'est pas obligatoire. Souvent, c'est intéressant pour l'ostéopathe parce que même avec un legging tout serré, on voit bien la posture, on voit bien la position du corps, on voit les reliefs musculaires osseux, mais on voit pas la qualité de la peau. Par exemple, il y a, si tu as un bouton quelque part, ça peut être le signe que à cet endroit-là, le sang passe un petit peu moins bien.
et que donc ça peut expliquer qu'il y a une tension musculaire un peu profonde. Bref, on est sur des trucs très précis, et pour débloquer quelqu'un, normalement, il n'y a pas besoin de ça. Donc c'est du bonus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes patients, ils soient à l'aise pour pouvoir se détendre. Donc je dis toujours, j'ai même ma petite phrase, je vais me laver les mains, je tourne le dos au patient, et je dis, mettez-vous le plus en sous-vêtements que vous pouvez, s'il vous plaît. J'ai un short pour vous, si besoin, si vous n'êtes pas à l'aise. Et puis si vous voulez rester habillé, restez habillé, quoi. Donc généralement les patients disent non, pas de souci, ou alors si je vois qu'ils sont un peu gênés, je dis le short il est juste là vraiment. Ah bon d'accord, et du coup elles mettent les femmes indisposées, ou voilà. Il y a des dames qui refusent complètement de se déshabiller, c'est un peu moins pratique. Comme moi. Voilà. Non mais toi, non mais il y a des dames habillées quoi. Mhm. C'est un peu moins pratique, sauf que ces dames là, si je leur dis non déshabillez-vous, bah déjà je vais pas pouvoir les soigner du tout, donc c'est contre mon intérêt. Mon intérêt c'est qu'elles soient suffisamment bien pour être soignées, et en plus c'est précisément signe qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Enfin, je prends en tout cas un gros signe d'alerte, et au contraire avec ces dames là je vais être, je dis les dames, ça peut être les hommes, mais c'est souvent, comme je suis un garçon, le rapport homme-femme est un peu différent, mais précisément ces personnes là je vais être d'autant plus doux et d'autant plus les rassurer pour leur dire vous inquiétez pas, tout va bien. Donc les ostéos, ils n'ont pas besoin que vous soyez en sous-vêtements. Mhm. Et puis, si vous vous obligez à être en sous-vêtements et que vous ne voulez pas, bah, vous dites, bah, écoutez, ça ne me plaît pas, merci, au revoir, quoi. Enfin, il y en a d'autres, des ostéopathes, vous aurez un rendez-vous rapidement pour vous faire soigner, il n'y a pas de souci. Donc il faut faire attention à ça. Si on a un doute la première fois, on peut aller être au rendez-vous accompagné. J'ai pas mal justement d'ados comme ça qui viennent, enfin, de jeunes adultes qui viennent avec leurs copines, par exemple, pour dire, bon bah voilà... il y a un témoin dans ce cas-là. Mais bon, en aucun cas, un ostéo, il s'allonge debout sur vous. Enfin, il s'allonge sur vous. Moi, il y a des techniques, bien sûr, parfois, c'est le cœur humain. Parfois, il y a des techniques ici, sur les côtes, c'est proche de la poitrine. Mais je dis, bah, je veux mettre ma main sur votre... C'est proche de la poitrine, si ça vous dérange, dites-le moi. Ou bien sûr, parfois, on est obligé de toucher les fesses, mais c'est avec l'accord du patient, quoi. Mhm. Et les ostéopathes n'ont pas le droit de faire de techniques internes, c'est illégal, sauf s'ils ont fait des formations, s'ils sont kinés ostéopathes ou sages-femmes ostéopathes. Mais c'est illégal, sinon ils ne doivent pas faire des techniques sans votre consentement de toute façon. Ok, et justement, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'ai entendu d'autres histoires où les ostéopathes, ils voulaient faire des visites internes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et qu'est-ce que tu conseilles surtout à les patients, mais surtout les... Ça ne veut pas dire que ça ne passe pas aux hommes, je ne veux pas dire ça. Mais je pense que ça arrive beaucoup plus aux femmes. Qu'est-ce que tu pourrais dire de faire dans ce cas? Parce que ce qui me fait peur, qu'en fait, on n'est pas assez protégé des fois et on n'est pas assez aussi cru. Comment dire? Cru? Mhm. Ok, les gens, ils nous croient en Illustre. fait. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Et surtout, comment on peut savoir qu'est-ce qu'un ostéopathe il peut faire ou pas? Ben, il peut rien faire que vous vouliez pas, déjà. Mhm. Donc si vous voulez pas, il peut pas le faire. Je sais pas si c'est ça légalement, mais en gros, c'est ma vision du consentement Mhm. de quelqu'un qui veut apporter du bien-être à une autre personne. Donc si c'est contre votre volonté, ou si ça vous paraît malsain, déjà, c'est non. Ensuite, les ostéopathes, je l'ai dit, ils n'ont pas le droit de faire des techniques internes, intravaginales ou anales. Concrètement, ça se fait pas du tout. Euh, Par contre, si vous avez... Donc, il y a peu d'ostéopathes qui font ces pratiques-là. Il y en a quand même quelques-uns qui le font, illégalement, mais qui se disent, bah écoute, ma patiente elle a un problème, ou mon patient il a un problème. En gros, soit c'est des techniques pour des douleurs de règles, pour des douleurs pendant les rapports, ou parfois le coccyx, qui est l'os tout en bas de la colonne vertébrale, vraiment en bas des fesses. Parfois, il peut être avancé, ou il peut être un petit peu décalé, ou il peut y avoir une entorse, on va dire. Et il y a une technique, un toucher rectal, où l'ostéo, ou le kiné, ou la sage-femme, ou le médecin euh, met un gant, il fait un toucher rectal, il prend le coccyx et le remet à sa place comme ça. Il y a très peu de monde qui le fait, parce que aux praticiens non plus, c'est un moment plaisant ni pour le patient, ni pour le thérapeute. Hein. Il y a des ostéos ou des kinés qui disent, enfin des ostéos qui n'ont pas le droit, qui disent, ben, il n'y a personne qui va soulager mon patient, je sais que cette technique-là, ça va soulager mon patient, moi, je vais le faire si les autres, c'est des trouillards, entre guillemets. Mhm. Et donc, s'il y a une relation de confiance, il vous dit, bah écoutez, il y a
à mon avis, il n'y a que cette technique-là qui va marcher. Il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pas kiffant, ça dure 30 secondes, mais après c'est fini, ça résout votre problème. Si vous le connaissez, que vous avez confiance, à vous de décider si vous êtes OK ou pas. Et voilà. Sinon, moi, ce que je dis, c'est à mes patients, c'est pas une technique que j'ai apprise parce que les ostéopathes n'ont pas le droit de le faire. Par contre, je connais une kiné ostéopathe qui le fait, ou une femme ostéopathe qui fait ça à Nice, à qui illégalement, mais je peux aussi lui adresser les patients parce que moi, en tant que thérapeute, je sais que cette personne-là n'est pas déviante, on va dire, et du coup, je remets mon patient entre les mains de quelqu'un de confiance. Ça pourrait être une autre sage-femme, un médecin, mais il y a peu de monde qui le fait parce que, comme je le dis, c'est pas une technique plaisante. Tu sais, j'ai entendu d'autres histoires où, par exemple, un ostéopathe, je vais le dire vulgairement, mais il claque les fesses des patientes, justement, il se met sur elles, des respirations un peu bizarres. Et je le dis, mais j'en ai entendu parler, mais heureusement, j'ai pas vécu les claques sur les fesses parce que je pense que je serais battue. Mais, mais j'ai vécu les autres choses pendant la visite que j'ai fait avec cet ostéopathe. Donc, je me demande quelles pourraient être des techniques qui pourront faire penser à ça, et c'est pas tout à fait ça. Ok. Ouais, les techniques un peu tendancieuses. Donc, il y a des techniques sur les côtes ici. Alors, on peut appuyer un petit peu ici, mais pas prendre la poitrine à pleine main, par exemple. Moi, à aucun moment j'ai fait ça. Si vous avez une cicatrice sur la poitrine et que vous me dites j'ai fait une chirurgie mammaire, il y a une cicatrice, regardez docteur, bah oui, je peux le toucher. Je dis, je suis pas docteur, mais ok. Oui, on peut toucher la poitrine dans ce cas-là. Et là, je me demande quelle autre technique ou quel autre comportement on peut avoir. Et en fait, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, si justement vous vous sentez souvent ou longtemps mal à l'aise avec un rapport avec un thérapeute, ben il y a malaise, donc changez ou demandez la fois suivante d'être accompagné par un de vos proches et voyez si le thérapeute il change de comportement. C'est peut-être que son comportement n'était pas convenable la première fois, donc vous y retournez pas. Après, à nouveau, je suis ni avocat, je suis personne, mais c'est mon avis personnel. Moi, j'aimerais bien dire, surtout aux femmes, pas que aux femmes, mais autant que femmes, je dis surtout aux femmes. À nouveau, si ça arrive quelque chose, parler avec quelqu'un, demander juste un avis, et la personne avec qui vous faites confiance, elle va pouvoir vous dire non, peut-être là t'as exagéré, ou ça, ou même oui, il faut parler avec quelqu'un, ou la prochaine fois je viens avec toi. Moi je pense que c'est très important d'en parler et de ne pas se tenir des soucis ou des choses comme ça dedans, parce que ça pourrait faire être de pire en pire, et moi j'aimerais bien que tout le monde sache qu'en fait on peut en parler. Si on revient aux techniques et le travail de l'ostéopathe en soi, si on parle des douleurs typiques, comme par exemple, ici j'ai noté l'arthrose, la sciatique, etc. Est-ce qu'un ostéopathe il pourrait aider, et surtout, est-ce qu'un ostéopathe il conseille de faire du sport? Alors, le sport, c'est un médicament. Pour moi, c'est vraiment la clé pour plein de pathologies particulières. Il y a des gens qui peuvent faire du sport, il y a des gens qui ne peuvent pas faire de sport ou qui sont obligés de faire un sport adapté. Donc je ne peux pas dire à tout le monde de faire du sport, mais en gros, à tout le monde, j'explique qu'il faut faire une activité physique modérée régulière. Au moins ça. On sait que c'est un des trucs qui augmente le plus l'espérance de vie. Franchement, c'est fantastique. Activité physique modérée régulière, c'est pas forcément faire 2 heures de crossfit par jour. C'est marcher en étant légèrement essoufflé, mais on peut quand même tenir une conversation, au moins 1 heure par jour. Si vous faites ça 1 heure par jour, vous augmentez votre espérance de vie de 4 ans. Si vous faites ça 4 heures par jour, vous augmentez votre espérance de vie de 10 ans. Ça diminue le diabète, ça peut même éviter des diabètes, ça soigne plein de trucs. C'est le meilleur antidépresseur qui existe. Les ostéos, on a un petit slogan, c'est le mouvement, c'est la vie. Ok ? Donc vraiment, oui, il faut faire du sport. Si quelqu'un, par exemple, a de l'ostéoporose, ou elle a l'arthrose, justement, je te l'ai déjà dit, je te l'ai déjà demandé. Mais là, c'est pour moi super important, parce que dans cette période, ces jours-là, il y a ma mère chez moi. Et elle est pas vieille. Mais je te jure que je dirais que ma mère, elle a 90 ans. Pour comment elle marche, je lui dis toujours,
fais du sport, s'il te plaît. Il faut faire du sport. Non, moi j'ai mal. Ah non, mais plus je fais du sport, je vais... Est-ce que tu pourrais expliquer à des gens comme ma mère dans ce cas que maman, je t'aime, mais vraiment, t'es-tu que faire du sport, ça peut les aider, même s'ils ont des soucis comme ça. Ok. Et peut-être un peu plus scientifiquement. Ok. Ils vont comprendre. Alors, pour l'ostéoporose et l'arthrose, en fait, précisément, alors pour l'ostéoporose, on se rend compte que le meilleur moyen de lutter contre l'ostéoporose, c'est de créer de la masse musculaire avant 21 ans. En gros, faites du sport quand vous êtes jeune, vous aurez moins d'ostéoporose après. Et même quand on est adulte et âgé, avoir plus de muscles, plus gros, ça fait que si on tombe, même si notre os il est fragilisé par l'ostéoporose, si on tombe, le muscle il va absorber le choc et en gros on va moins se casser la jambe. Et que si jamais on se casse la jambe à cause de l'ostéoporose, comme on est musclé, on peut plus vite récupérer et plus vite marcher. Et on sait que, en gros, si on se casse le col du fémur parce qu'on est âgé à cause de l'ostéoporose, enfin à cause de l'ostéoporose quand on est âgé, ne pas marcher, ça augmente les décès très rapidement dans les jours suivants et dans les semaines suivantes. Donc en gros, il faut faire du sport pour moins se blesser. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, pour toutes les douleurs chroniques et pour toutes les douleurs, c'est prouvé que le sport, l'activité physique, ça diminue les douleurs. En gros, même si vous avez mal au poignet, faites des squats, ça diminue la douleur dans votre poignet. Et donc évidemment, vous n'allez pas faire des pompes ou de la boxe si vous avez mal au poignet, mais faire bouger votre corps, ça crée des hormones, des endorphines, et ça change la chimie du cerveau, qui fait que notre relation avec la douleur, elle est différente, genre on accepte mieux la douleur, et en plus de ça, on se sent un peu moins handicapé, un peu moins diminué, du coup, on est moins isolé socialement, et on sait que l'isolement social, euh, ça fait de la douleur physique, et dans notre cerveau, c'est comme la douleur. Et en plus, le sport, ça crée des hormones qui diminuent la douleur. Donc, en gros, il faut faire du sport pour diminuer la douleur, quelle qu'elle soit. Ok. Donc, faites du sport. C'est super important pour tout. Mais vraiment, hein. Et alors, une fois de plus, pas n'importe quel sport. On passe pas du canapé aux 10 km à la course en une Bien journée. sûr. Sinon, on se blesse. Donc, il y a des professionnels pour vous accompagner, des coachs, des kinés, plein de professionnels. Et là, je pense qu'on est à la fin, donc je dois te faire la dernière question. Vas-y. Bah, le podcast, il s'appelle Deux routines. Est-ce que toi, tu as une routine à toi et surtout une routine que tu ne négliges jamais? La routine qui m'a fait le plus de bien dans ma vie, que j'essaye de réintroduire maintenant, c'est de me lever plus tôt pour faire du sport. Euh, on sait que le meilleur ratio, voilà, si vous voulez faire le plus efficace niveau sport, on sait que 13 minutes de sport, c'est le meilleur rapport temps investi et meilleur rendement pour la santé. Bien sûr, si vous faites 30 minutes, ce sera mieux que 13 minutes, mais en dessous de 13 minutes, on n'a pas atteint le max d'efficacité pour temps investi. Bref, 15-20 minutes de sport le matin, bouquiner pendant 20 minutes, lire pendant 20 minutes, ça diminue de 60% le stress. Voilà, c'est très bien. Et ce que j'aime beaucoup après, si possible, c'est faire de la cohérence cardiaque. 5 minutes de respiration, assis, les yeux fermés, on inspire par le nez, en gonflant le ventre, en pensant à des choses positives, et on souffle par la bouche pendant 5 minutes en vidant l'air du ventre. En gros, ça c'est ma routine idéale pour être en bonne santé mentale, émotionnelle, intellectuelle, et puis si je peux avoir un câlin avec ça, franchement c'est fantastique. Et tu pourrais juste nous montrer un peu la respiration, s'il te plaît? Ouais, alors, c'est très simple. La clé, c'est de faire une respiration abdominale. Donc, on apprend à respirer avec le ventre, c'est-à-dire que on inspire en gonflant le ventre et on souffle. On fait pas comme ça. Justement, ça permet de débloquer bien le diaphragme. Et donc, on inspire par le nez pendant 5 secondes en continu en gonflant le ventre. Et ensuite, pendant 5 secondes, on souffle par la bouche en vidant l'air du ventre sans pause entre les deux. Et ensuite, le point fondamental, c'est que pendant qu'on inspire, on pense à quelque chose de positif. Euh, Par exemple, on se téléporte dans une scène joyeuse, vraiment qui nous donne le sourire intérieur, la joie. Ça peut être le premier baiser, ça peut être quand le croche il nous a fait le petit premier clin d'œil. Moi perso, j'ai une scène où il y a ma conjointe qui porte mon bébé et qui raconte des conneries et on rigole. Et genre, vous voyez, rien que dans Paris, ça me donne le sourire là, comme ça. Et ben voilà, c'est une source de bonheur et de plaisir intense pour moi. Quand je ferme les yeux, quand j'inspire, je revis cette scène-là, je sens dans mes tripes le sourire intérieur comme ça.
Et pendant qu'on inspire, on se remplit de bien-être comme ça. Et ensuite, quand on souffle pendant 5 secondes, on visualise qu'on évacue le stress, on le met dans son souffle, et on le fout dehors, on s'en débarrasse. Ben, je te remercie. Je te remercie pour être venu aujourd'hui, pour nous avoir donné tes connaissances, pour nous avoir partagé tes connaissances. Et ben, on va se voir sûrement au cabinet, parce que, tu sais, sans ostéopathe, je ne peux pas vivre. Et donc, merci beaucoup. Si tu veux donner tes informations pour que les gens te suivent ou viennent te voir au cabinet, n'hésite pas, c'est le moment. Et merci donc. Bon, merci beaucoup Dalila de m'avoir interviewé ici, c'était très intéressant de discuter avec toi. Si vous voulez avoir plus d'informations sur moi, ce que je fais et ce qui se passe dans mon cabinet, il s'appelle Pôle Ostéo et je suis basé à Nice. Vous êtes ouvert de 7h à 22h tous les jours, même le dimanche. Et un jour, ça m'a sauvé la vie parce que je me suis bloquée à cause de mon hernie. C'était un samedi matin et j'ai trouvé une place justement dans son cabinet. Bah, c'était pas avec toi, c'était avec ta collègue. Et donc, ça m'a vraiment aidée. Merci pour nous avoir écoutés. Si l'épisode ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à bientôt.